DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Il a une bonne vingtaine de centimètres de moins que Ross Sykes, mais il est tout aussi efficace. Salut Stéphane Lecaillant. Salut tout le monde. Dieu sait qu'il en fait plus en 445 minutes que les attaquants d'Anderlecht. Salut Louis Janssen. Salut. Heureusement pour nous qu'il n'était pas de sortie ce week-end, vu la météo. Bonjour Frédéric Bloch. Bonjour, on espère une semaine un peu plus calme. Et comme nous, il sait désormais depuis ce week-end qu'Ibe Autokit sait nettoyer les mêmes lucarnes que Toby Alderweireld. Salut Christophe Franken. Salut à tous. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Et le premier point concerne Anderlecht. Louis, on va se demander si le Sporting doit désormais regarder devant ou derrière. Avant ceci, on va jeter un petit coup d'œil au classement. L'Union première avec 56 points, Saint-Tron 54, Bruges 53, Anderlecht 40, donc ils ne peuvent plus rattraper les équipes devant. Mais derrière, on a Malines 39, La Gantoise 35, Genk 35, Le Standard et Westerlo 34 et Charleroi 33. Je me suis arrêté là. On regarde devant, on regarde derrière Anderlecht ? Plutôt derrière pour l'instant, même si le matelas est quand même plutôt confortable. À 4 matchs de la fin, normalement ça devrait être jouable. Surtout ce week-end s'ils prennent les 3 points à domicile. Ça reste quand même un drôle de match. 30 tirs pour Zulte Waregem, 2 buts et 5 tirs cadrés pendant les 4 buts. Franchement, c'était un match assez fou. Un scénario inimaginable. C'était inattendu. Oui, Christophe, match très compliqué à lire, quand même. Un peu à l'image de la saison d'Anderlecht, finalement. Ouais, pas si compliqué, je trouve. Anderlecht est juste une mauvaise équipe pour l'instant. Ils ont été vraiment catastrophiques. C'est sans doute un de leurs plus mauvais matchs de la saison. Et c'est un miracle, vraiment. Et ça arrive parfois, ça arrive vraiment de gagner. Dans le genre hold-up, c'est vraiment ça, c'est les bijoux de la couronne qu'ils ont volés, parce que non, c'était très très mauvais. Et parce que c'était Zulte en face, Zulte, les joueurs semblaient quand on voyait Regenberg et l'attaquant Ementa, on se dit c'est des joueurs de Champions League quoi. En fait non, ce sont des bons joueurs du championnat de Belgique, mais c'est pas non plus des joueurs fantastiques. En plus c'est des joueurs qui aiment bien jouer comme au sol, sur un terrain qui était mauvais. Et en plus ce qui était rigolo, c'est que Kozeman ça a osé dire après le match, ouais mais le terrain était pas facile. S'il y a bien une équipe qui a bénéficié de ce terrain effectivement compliqué, c'est bien Anderlecht, donc c'était quand même gonflé. Donc ouais, vraiment, c'était... effectivement, ils doivent clairement regarder derrière, parce qu'on se dit, ouais, mais il y a quand même OHL à domicile, ça va aller, mais... Je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont moins bonnes qu'Anderlecht pour l'instant, on l'avait déjà dit. Donné contre des blocs difficiles à contourner comme la RAL. Stéphane, on regarde devant, on regarde derrière Anderlecht ? On regarde derrière, parce que les leçons de ce match, c'est un match en trompe-l'œil, quoi. Les leçons de ce match, c'est que le progrès n'est pas réel. Comme tu l'as dit, subir 30 tirs, 19 tirs dans le rectangle, subir 19 tirs dans le rectangle de l'adversaire, mais c'est qu'on a vraiment été écrasé, même s'il y a eu 10 minutes de folie. Même pas 10. Oui, 6. Et Louvain, il joue sa vie pour éviter quand même les playdowns. Bruges, ce sera un match évidemment très, très difficile. Les 2 autres m'échappent, mais je me souviens Malines et la réception du cercle. Et le cercle qui joue aussi les playdowns. Donc, heureusement pour Anderlecht, le Standard lui a filé un beau coup de main, et il y a un écart qui, je pense, sera quand même suffisant, mais démontre qu'on s'est demandé s'il y avait un ressort, un redépart, et il y a un beau résultat sous Jérémy Taravel, mais moi je regarde le contenu, je suis pas confiant. Fred, drôle de victoire pour un drôle de match. Drôle de victoire pour un drôle de match, et puis on va rappeler un poncif du foot, il n'y a plus de petites équipes, ou alors si, il y a encore des petites équipes, mais il y a surtout, comme dit Christophe, un grand club qui a une très petite équipe pour le moment. Oui, c'était un drôle de match. Anderlecht n'a à peu près rien maîtrisé, sauf les 6-10 minutes où ils ont marqué. Ils peuvent dire un grand merci à Torgan Hazard, qui les sort en fait des ennuis. Ils doivent évidemment regarder derrière, mais comme tout le monde a dit ici autour de la table, et le calendrier d'Anderlecht, mais aussi les calendriers des concurrents, parce que je pense que Malines n'aura pas un calendrier évident, Gand et Genk n'auront pas des calendriers qui seront si simples, le Standard un peu plus, mais on y reviendra. Je pense quand même que ça devrait suffire pour les Champions Playoffs, mais globalement c'est vrai que dans le contenu c'est quand même assez pauvre. Et alors ça c'est l'autre question, j'allais y venir, c'est pour y faire quoi? Parce qu'ils vont terminer 4e, on ne sait pas trop bien ce qu'ils vont y faire, ils ont une finale de coupe à jouer, donc on voit le truc arriver gros comme une pancarte, où ils vont se concentrer sur la finale de la coupe.
Et puis, il reste toujours cette interrogation de l'entraîneur. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup on ne sait pas. Le directeur sportif, un coup c'est oui, un coup c'est non. À la limite, je me demande s'il ne devrait pas finir la saison avec Taravell et puis on y vient. on sort les comptes. Pour moi, c'est le seul point positif de la soirée anderlechtoise, c'est le fait que Taravell a gagné. Et donc, ça lui offre sans doute un peu de crédit, un peu de calme pour la semaine. Et qu'Anderlecht va se dire, est-ce que ça vaut la peine de se battre à l'arrache pour aller prendre Schröder, se mettre mal avec le club saoudien, peut-être payer encore plus cher, etc. Franchement, Anderlecht doit se dire, on doit se remettre à l'endroit. Cette saison-ci, on verra bien. Il doit, franchement, qu'ils prennent d'abord un directeur sportif et puis un coach. C'est ça qui est quand même qu'ils arrêtent de faire l'inverse. Voilà. Dans les différentes prises de parole des dirigeants anderlechtois, ils assument potentiellement cette erreur. Ils le disent eux-mêmes, Louis, de se dire bon, oui, normalement, on devrait d'abord prendre un directeur technique, mais on cherche d'abord un entraîneur. On sait que c'est une bêtise, mais on va quand même la faire. Ah, c'est sûr, c'est qu'au moment où ils ont limogé Asie et puis Renard, à mon avis, ils ne savaient même pas où ils en seraient 10 jours plus tard. Donc on verra. À mon avis, Taravell a pris pas mal de crédit quand même. Le truc, c'est que ce serait un choix par défaut. On verra ce que ça donne plus tard. On ne sait même pas où ils seront dans 10 jours. Il y a 71 jours, ils étaient 3e et tout allait bien. Et puis maintenant, c'est totalement l'inverse, quoi. Tour de table, on termine la saison avec Jérémy Taravell, messieurs. Oui, comme le dit Christophe, en tout cas pour ne pas faire un autre mauvais choix par défaut. Fred, Louis. Oui. Bah oui, parce que qui d'autre finalement? Parce qu'aller prendre un coach maintenant, c'est déjà presque de lui dire bon, quand le directeur sportif arrivera, on espère qu'il t'aimera bien, sinon tant pis. Et pour le directeur sportif qui arrivera après, c'est presque lui dire bon, tu as du pouvoir, mais pas non plus tant que ça, parce que c'est même pas toi qui choisis le coach. Enfin, c'est vraiment 2 mauvais messages lancés, et donc qu'il fasse un peu les choses dans l'ordre, qu'il repart de zéro calmement, et on verra bien après. Et juste un dernier point, n'oublions quand même pas que la saison passée, Besnikazi est arrivé en cours de saison, a été confirmé pour cette saison, on a vu ce que ça a donné, donc... Ouais. Il y a une des innovations, messieurs, on en parlait avec Torgan Hazard de sa belle prestation. Louis, c'est son repositionnement dans un rôle de faux neuf par Jérémy Taravell. Oui, il l'a expliqué hier en conférence de presse qu'il le plaçait là parce qu'il joue bien entre les lignes et qu'il libère les flancs. Ça s'est vu. Je trouve quand même que, bon, on le critique quand même pas mal cette saison. Il est quand même en toute compétition, 11 buts, 6 sur penalty, il n'en a raté aucun. Et je pense que c'est 9 assists, toute compétition confondue, donc c'est vraiment pas mal. Quand il s'avance pour tirer son penalty, on sait qu'il va marquer. Quand il frappe du pied droit en dehors du grand rectangle, on sait qu'elle va rentrer. Et à la fin, sur le contre, là, on sait aussi qu'il va la mettre. Il y en a d'autres. Enfin, à mon avis, c'est peut-être même le seul joueur d'Anderlecht aujourd'hui où, quand il se retrouve dans cette position, on sait qu'il peut faire quelque chose. Christophe. Mais on critique beaucoup Anderlecht, mais là on peut même critiquer la Pro League, parce que voir que Torgan Hazard, qui est quand même dans une saison effectivement chiffrée, correcte, mais qui quand même, pour suivre le club et tout, qui fait pas une grande saison, Torgan Hazard, c'est quand même pas le grand Torgan Hazard, et qui soit 2e meilleur buteur en lice pour être le meilleur buteur du championnat, c'est quand même pas normal. Juste un triplé à Warregem et subitement on se retrouve quasi meilleur buteur. Derrière juste Goto qui appartient aussi à Anderlecht. On a l'impression qu'Anderlecht a les meilleurs attaquants du monde, ce qui n'est pas du tout le cas, donc c'est quand même surprenant ce championnat. Après c'est le total de buts aussi qui est interpellant. Goto en est à 10 après 26 journées. Fred, tu valides toi aussi ce repositionnement de Torgan Hazard qui fonctionne en tout cas dans les chiffres? Il fonctionne dans les chiffres, il faudra voir sur la durée si ça va durer dans l'animation, puisque on a quand même fait tous le constat ici autour de la table que c'était quand même pas brillant à Zulte Waregem, donc c'est aussi au calendrier, aux prochains matchs qui vont suivre, que Jérémy Taravell sera confronté avec le positionnement de Torgan Hazard. Je rappelle le calendrier donc. Pour finir la phase classique d'Anderlecht, la réception d'OHL, ce déplacement à Bruges, ce déplacement à Malines qui suivra, et la réception du Cercle pour terminer la phase classique. Comme la saison dernière, c'était une fameuse purge. Souvenez-vous de ce match qui avait été fatal à David Hubert. On ne souhaite pas du tout la même chose à Jérémy Taravell. On passe maintenant au standard. Top 6, Fred, ou pas? Telle est la question, finalement. Est-ce que le Standard est à nouveau candidat au Champions Playoff après sa victoire marquée du sceau de l'efficacité? Mais le Standard a toujours été candidat au top 6. Personne n'en a douté. Maintenant, entre être candidat et être dans le top 6, c'est un peu comme les présidentielles en France. Crédible. Voilà, il faut une crédibilité. Ça peut être un candidat crédible, mais pas sur ses qualités, sur les défauts des autres. Je reste... Alors, attention, d'abord, pour prendre les choses dans l'ordre, Oui. le match à Genk
a été très bon. C'est leur meilleur match de la saison, encore plus en déplacement. Il y a des similitudes à faire avec la victoire à Westerlo, où ils avaient été aussi très efficaces à Westerlo. En cassant des séries aussi. En cassant des séries. Mais ils avaient beaucoup concédé à Westerlo. Ils ont très peu concédé à Genk. Donc ça, au moins, il faut pas leur enlever, et je vais pas leur enlever ça. Pour le top 6, sur papier, le calendrier est abordable. Réception de la RAL, déplacement à Zulte Waregem et à l'Antwerp, et on termine par la réception de Westerlo. Voilà, en phase aller, le Standard a fait 10 sur 12, donc tous les voyants sont au vert. Et c'est justement quand tous les voyants sont au vert qu'il faut se méfier au Standard. Donc oui, il peut être candidat au top 6. En sera-t-il? Je continue à avoir un doute. Et s'il y est, alors je serai peut-être un peu, on pourra taxer de mauvaise foi, je pense que s'il y est, et je le répète, ce sera plus grâce aux défauts des autres que grâce à ses qualités propres. Steph? Oui, mais en même temps, pardon, je reviens, tu l'as dit, hein, sur ce match-ci, qui fait suite à un bon match contre l'Union. J'ai trouvé leur première mi-temps vraiment bonne. Pour une fois, ou par contraste avec le début de saison, avec une certaine justesse technique qui leur a permis de se créer des occasions, je pense notamment à l'une-deux, débordement de Fossi, le centre, où là, Saïd, pour le coup, rate lui, la finition, mais c'était un superbe mouvement, des choses qu'on n'a pas beaucoup vues. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose de plus cohérent qui est en train de se mettre en place, une équipe qui grandit. Dans 2 matchs où je n'irai pas dire qu'elle n'a pas grand-chose à perdre contre l'Union et Genk, mais si elle les perd, c'est pas grave. Et on sait, même si le calendrier est plus facile, que la Louvière, finalement, ce sera l'extrême opposé de ce que propose Genk dans un match qui n'aura rien à voir. C'est pas ça, finalement, le plus grand test, Fred, pour cette équipe, parce que effectivement, contre Genk, tu n'as pas besoin de jouer, tu dois faire jouer l'adversaire. Cette saison, le test pour le Standard, c'est chaque fois le match qui suit la victoire, puisqu'ils ont toujours du mal à enchaîner après une victoire. Donc forcément, ce sera un test contre la Louvière. Ce qui a changé aussi, et qui maintenant est implanté depuis 4 matchs, c'est le changement de système. Et ça, c'est vrai, c'est une réelle réussite à mettre au crédit de Vincent Evrard, à mettre aussi au crédit de Marc Wilmot, je l'ai souvent critiqué, mais le transfert de Gustav Mortensen fait beaucoup de bien. Ça permet à Saïd de jouer plus haut, de travailler moins défensivement. Ayensa Mor aussi, qui remplace Thomas, a trouvé sa place. Donc il y a un ensemble, c'est vrai, qui fonctionne bien, un système qui était le système de la saison passée, en partie aussi, parce que même s'il y a des adaptations, mais c'est aussi un système qui fonctionne. Maintenant, c'est efficace quand le Standard ne doit pas faire le jeu. Contre la Louvière, forcément, ce ne sera pas tout à fait la même musique. Marc Wilmot, c'est qui on souhaite un très joyeux anniversaire, 57 ans. Christophe, candidat crédible du coup à ce top 6, les Rouges? Oui, au même titre que les autres, finalement, c'est la bouteille à encre. Chacun, il y a une fois un qui gagne, puis une fois l'autre. C'est plus une fuite, on dit fuite en arrière, plus que fuite en avant, parce que voilà. Fuite en avant, c'est un très bon album. Parce que j'ai regardé, et ce que je me disais, c'est... à 40 points, on repart ici d'Anderlecht, mais finalement, Anderlecht est la dernière équipe qui peut encore basculer du mauvais côté des playoffs. 40 points, c'est le pire 4e de toute l'histoire du foot belge depuis l'instauration des playoffs, sauf la première année. Vous savez, cette première année des playoffs, je ne sais pas si vous en souvenez, où il y avait des playoffs à 3 vitesses, il y avait des équipes, d'ailleurs Saint-Tron était dedans, c'était vraiment des playoffs catastrophiques. C'était catastrophique. Et on se redirige vers des playoffs qui ressemblent un peu à ça. Et c'est même le pire 4e d'Europe. Enfin voilà, vraiment. Donc ça prouve que le championnat, c'est un championnat où il est illisible. Donc oui, le Standard est candidat. Mais je trouve que ce qui est bien avec Vincent Evrard ici, c'est qu'il a réussi à faire accepter au vestiaire de se dire, oui, le Standard, c'est un grand club, comme tu disais, mais on n'a pas une grande équipe, les gars. Et on dirait qu'on joue un peu comme l'année dernière. Voilà. Et donc les joueurs ont dit, peut-être que c'est vrai, mais si on joue bien comme une petite équipe, plutôt que d'essayer de bien jouer comme une grande équipe, ce qu'on n'est pas capable de faire pour l'instant, ça va aller ici. Donc là, ça tourne. Mais le Standard a eu, c'est quoi, 29% de possession de balle à Genk. Oui, mais ça compte Genk. Bien sûr, voilà. Mais donc, je veux dire, voilà, ils ont accepté vraiment de se dire, on n'a pas été regarder Genk droit dans les yeux, on a joué sur nos armes, effectivement, avec un Mortensen qui vraiment convient super bien à ce système à 3. Saïd. J'ai l'impression qu'il se dit, tiens, tout doucement, on arrive vers la fin de saison, ce serait quand même bien que je devienne régulier pour partir cet été. Non, mais on sent aussi qu'il y a ça qui joue. Donc voilà, et puis c'est Autokit met des buts de l'extérieur du pied dans la lucarne. Du gauche, en plus. Du gauche. Louis, on a l'impression effectivement qu'Autokit, il peut la tenter 100 fois, il la mettra qu'une fois. Ouais, c'était assez marrant. Moi, ce que je trouve quand même dingue, c'est que il y a, je crois, fin 2026, ils sont 6e, tout juste, et qu'après, ils enchaînent maintenant 7 sur 21.
et que peut-être qu'on n'y a jamais autant cru que maintenant qu'ils pouvaient aller dans le top 6. Peut-être que Genk, c'était l'équipe qui leur va le mieux, encore plus à l'extérieur, où en plus ils étaient sur 3 victoires d'affilée, Genk, donc ils font le jeu, ils étaient en pleine confiance. Peut-être même naïf, on le voit sur les 3 buts, donc je pense que comme Fred a dit, s'ils y sont, c'est en raison des défauts des autres, mais peu importe qui sera dans le top 6, enfin dans les 4, 5 et 6e place, ce sera en fonction des défauts des autres, quoi. Christophe. Là, j'étais voir parce que est-ce qu'on peut trouver quand même une sorte de régularité dans cette saison irrégulière du Standard? Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait contre les 3 premiers qui sont loin devant? Qu'est-ce qu'ils ont fait contre les équipes qui sont juste devant, donc de Anderlecht à Gand et Genk, vraiment avec Malines aussi? Et qu'est-ce qu'ils ont fait contre les 4 derniers? Et c'est fou. Donc, ils ont pris, contre les 3 premiers, ils ont pris 1 sur 18, donc 0,5% des points. Mais contre les équipes juste derrière, donc de Anderlecht, Malines, Gand et Genk, ils ont pris 54% des points. Ils sont dans leur championnat finalement. C'est plus que ce qu'ils ont pris contre les 4 derniers qui jouent actuellement, si on arrêtait le championnat, les play-downs. Donc vraiment, ça prouve que le Standard, finalement, contre les très grandes équipes du championnat belge, c'est un peu juste, mais elle peut vraiment embêter tout le monde juste après. Mais se faire embêter par les plus petits. Voilà, donc on pourrait imaginer en play-off 1 l'équipe poil à gratter Standard par excellence. Oui. Par contre, on pourrait les dire s'ils vont en play-off 2, outre la motivation, mais rien que dans le jeu, Mais ça, on ça connaît, pourrait être On le sait catastrophique. déjà, ça. On le sait D'ailleurs, en déjà, plus, oui. ça fait 3 ans qu'on connaît un peu la musique. Donc, est-ce qu'ils vont finir repasse les plats. 12e? Est-ce qu'ils vont finir 4e? On a l'impression que c'est un ou l'autre, quoi. C'est assez fou avec cette équipe. Mais du le plus Standard. intéressant aussi pour moi, enfin, c'est super intéressant, mais c'est que, par exemple, ce point pris contre le top 3, il a été la semaine passée Contre l'Union. Donc je trouve qu'il y a quelque chose, on va pas tirer des bilans en 2 semaines, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et comme tu l'as dit, pour moi, il y a une assise défensive, des joueurs qui, comme Mortensen, amènent des plus. Et là, bon, s'il n'y a pas encore 3 blessés, on a une structure pour imaginer vraiment un 10 sur 12 qui, pour le Standard, serait incroyable. Et à mon avis, il enverrait dans le top 6. 10 sur 12, ça pourrait l'envoyer dans le top 6. Feront-ils 10 sur 12 là? Telle est la grande question qui se posera du côté du Standard. D'autres interrogations qui concernent l'Union et notamment les attaquants. Ouais, quels attaquants pour l'Union, Stéphane? Ça va rythmer un petit peu toute la semaine qui arrive. Parce que Promisevid est sorti blessé. Alors il y a où on en est un début de bonne nouvelle, c'est que parce qu'il craignait même qu'il se soit fracturé quelque chose finalement, vu que, j'imagine que tout le monde a vu l'image. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein. Oui, donc, aérien, mauvaise reprise d'appui. voilà. Il se tord complètement sur une seule jambe gauche. Gauche à mon avis, c'est quasi 100 kilos en se tordant, en retombant, et puis il se tord de douleur. Il y a 6 personnes qui doivent le mettre sur une civière pour le sortir et puis directement l'emmener dans une ambulance. D'ailleurs, le doc était assez fâché sur la pelouse. Il faisait des grands gestes à la Croix-Rouge pour qu'elle accélère. Pour l'emmener en ambulance à l'hôpital où au moins il n'y a rien de cassé qui a été constaté. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en savait pas encore beaucoup plus ce dimanche. Il passe d'autres examens en début de semaine. On va voir s'il n'y a quand même pas un ligament ou une hanche abîmée. Mais j'ai du mal à l'imaginer jouer dimanche prochain, même si on ne sait jamais. Et le problème, comme tu l'as sous-entendu, c'est que si on regarde, on se dit que l'Union est la 3e ou 4e meilleure attaque du championnat, mais en fait, sur les 10 derniers matchs, ils n'ont plus beaucoup marqué. Ils ont marqué 12 buts sur les 10 derniers matchs. Ils ont Fleurouche qui a, lui, une déchirure à un mollet. Kevin Rodriguez qui s'était fait quand même fissurer 3 vertèbres contre Malines, qui n'est toujours pas de retour. Il ne sera pas encore ce week-end. Donc finalement, qui est-ce qui peut marquer? C'est la question. Et qu'est-ce qui a marqué sur les derniers matchs? Je regardais ça ici en préparant le podcast. Sur ces 12 buts marqués, Toby, comme on l'appelle, est le seul en fait à avoir marqué 3 buts. Il y a Guilherme qui en a marqué 2 et c'est tout. Tous les autres, Sykes, McAllister, Zorgan ont mis 1 but. Donc, ce qui est à la fois une force peut-être et un défaut, mais c'est qu'il n'y a pas ou il n'y a plus d'autres buteurs qui se détachent à l'Union. Parce qu'il y a Fousseini, mais qui revient de blessure aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, et qui cadre pas souvent. Hein. Ça reste un formidable accélérateur de jeu, mais évidemment, il n'est ni tactiquement, ni dans sa finition très, très précis. Il a encore galvaudé une occasion énorme. Voilà, c'est un numéro 2. C'est pas lui qui peut porter une attaque pour moi. Et quid de
la nouvelle recrue arrivée à cette île. Le petit Biondic, il vient de division 4 allemande. Hein. Il a un vrai sens de la finition pour l'avoir vu à l'entraînement, mais il n'a pas ce volume de jeu qu'exige la Pro League aussi défensivement, et aussi à l'Union, on veut des joueurs capables de travailler aussi défensivement. Et ça, c'est le travail qu'ils sont en train de faire avec lui. Donc l'imaginer, ou alors ce serait vraiment par défaut, et peut-être que ce sera une bonne surprise, mais en théorie, s'ils ont le choix, il n'est pas prêt pour démarrer un match. Et alors, il y a le dernier, c'est Marc Giger, qui avait eu une bonne période et qui a un peu tombé dans l'oubli, parce que on je sent que pense c'est qu'il... pas l'amour fou avec David Hubert. Hein. Voilà, on lui reproche un peu un manque, là aussi, d'implication défensive. Il est un peu trop dilettante dans le travail défensif. Pourtant, il a une qualité technique peut-être même la plus belle de tous ces attaquants-là, même si Raoul a une belle finition, mais voilà. David Christophe Hubert, que fais-tu pour le prochain match de l'Union en C'est simple, on l'a vu. Sykes. On met Sykes devant. Non, mais si vraiment l'Union voulait jouer, on veut plus ou moins le même profil de David, le même jeu avec David. Il n'y a que Sykes qui pourrait, franchement, parce que c'est un vrai pivot. C'est un pivot, hein. Daniel Van Buyten de la grande époque. En fait, ça fait vraiment entraîneur de 3e provincial, mais réellement, quand on voit, il a le meilleur jeu de tête offensif, on l'a déjà dit, de tout le championnat, et forcément défensif aussi. Enfin, c'est pas toujours lié, mais lui, il a les deux. Il est vraiment impressionnant. En plus, il va se marier. Il se marie ce lundi, donc il va avoir des ailes. Il va avoir des ailes. Mais non, mais vraiment, ça peut être une vraie solution. Peut-être pas commencer le match comme ça parce que ça fait pas très sérieux, malheureusement. Mais je trouve que c'est une vraie solution de se dire on peut jouer avec Sykes devant. Il remet. Quand on voyait à quel point on revient au match de Zulte-Waregem, et Menta a été utile comme ça. Il pouvait balancer, ça soulageait vraiment Zulte-Waregem. Ben pourquoi pas. Mais voilà, son jeu de tête, il m'impressionnera toujours. Vraiment, Sykes, il sait pas relancer un ballon, mais c'est une vraie technique. On oublie, on dirait c'est pas un joueur technique, mais savoir aussi bien jouer de la tête, c'est de la technique. Parce que aussi. Son but, il le met de l'arrière. Et il voilà, sent où il est par rapport au but, il met de l'arrière du crâne. C'est un vrai talent, et c'est comme s'il avait un pied à la place de la tête. Il a peut-être deux têtes à la place des pieds, je sais pas, mais c'est ça son problème. Mais voilà. Ou alors il y a une question à l'Union de se dire, est-ce que finalement c'est pas une bonne nouvelle de se dire, on va se laisser dépasser par Bruges et par Saint-Tron et on va redevenir le chasseur pour les playoffs. Ça nous arrange. Christophe qui a l'esprit mal tourné. Louis, c'est vrai que c'était un match qui ressemblait à ce que l'Union était capable de faire depuis le début de la saison. C'est pas flamboyant, mais ça gagne toujours d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je m'en fais pas trop vu les blessures. J'ai l'impression qu'à chaque fois ils s'en sortent. Même si je pense qu'il y a, à part Dender, c'est l'équipe la plus dépendante de ses attaquants, donc dans les parts de buts marqués. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'ils vont toujours gagner. C'est la meilleure défense. Je pense que je crois qu'ils vont terminer avec. Ils ont terminé l'année passée avec 25 buts encaissés à la fin de la phase classique. Là, ils sont à 15. Donc, ce sera le meilleur. Enfin, sauf s'ils prennent 10 buts dans les 4 derniers matchs, ce sera la meilleure défense depuis qu'ils sont remontés. Comme Ferguson l'a dit, c'est les défenses qui gagnent les titres et les attaquants qui gagnent les matchs. Je m'en suis jamais vraiment inquiété. Je me suis jamais inquiété de comment ils allaient marquer, en fait. Contrairement à Anderlecht, par exemple, on se pose cette question. Ce qui est impressionnant aussi, c'est par exemple de voir de l'autre côté à Bruges, où ils ont vraiment deux solutions qui étaient blessés au début de la saison, d'ailleurs, Trezeldy et Vermaat. Mais maintenant, ça tourne bien. Peut-être qu'il faut s'inquiéter là-dessus. Est-ce que ça va jouer à la fin de la saison? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vu l'assise défensive de l'Union, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Fred? Il faudra d'abord voir forcément la durée d'indisponibilité de Promise David, qui je pense joue aussi quand même sa place pour la Coupe du Monde, donc c'est pas rien. J'imagine qu'ils vont encore un peu plus resserrer en défense pour finir au moins la phase classique, et peut-être que d'ici la fin de la phase classique, les Rodriguez, parce que Niang est encore blessé, je crois. Il sera de retour. Voilà. Tous ces joueurs-là seront de retour. Puis il me semble que, alors c'était un one-shot, est-ce que ça peut durer sur 4 matchs contre l'Atalanta? Il y avait un autre système de jeu. Il y avait un autre système de jeu. Avec une seule pointe. Et pas d'attaquant spécifique. Il avait même fait contre l'Atalanta avec Aitelaj en faux neuf, oui. Donc, est-ce que l'Union avait gagné? C'était un one-shot. Est-ce que ça peut être reproduit sur l'équivalent de 4 matchs pour finir la phase régulière, ou, comme dit Christophe, si on a un peu l'esprit mal tourné, si on perd la première place, c'est pas trop grave. Voilà, c'est peut-être aussi une hypothèse à envisager. Mais ce qu'il y a quand même, il faut le dire, on ne sait pas quelle est l'absence de David, mais si elle était de longue durée, moi je pense que c'est quand même embêtant, parce qu'il est clairement redevenu au fil de la saison l'attaquant numéro 1, celui sur qui on s'appuie, ce que les autres ne sont pas capables de faire, ou Kevin Rodriguez l'était, mais un tout petit moment finalement, parce que Kevin Rodriguez a eu un bon mois d'octobre, puis après il n'a
plus marqué, il n'a plus pesé. Personne ne pèse comme David dans le jeu de l'Union. Et même si, effectivement, je pense que leur défense, elle restera comme elle est, ils auront quand même besoin d'un homme fort devant et puissant comme lui pour faire de bons playoffs. Donc, il ne faudrait pas que cette absence, on n'en est pas là aujourd'hui, ce lundi, mais qu'elle dure, en fait. Christophe, le mot de la fin. On a l'impression qu'on fait un débat sur les Diables Rouges avec l'absence de Lucas. on pourrait juste changer les noms, faire copier-coller, on est tranquille comme ça. Mais non, c'est fou de voir à quel point ils sont dépendants et à quel point c'est dur quand on a un très bon attaquant qui est très complet. Parce que c'est pas juste un pivot, il est très complet, comme Lukaku, comme David, à leur norme chacun. De s'en passer, qu'on s'habitue à jouer avec ça, c'est vraiment difficile parce qu'on se sent un peu perdu. Donc c'est presque un homme et demi sur le terrain et là, on se retrouve un peu nu quand ils sont pas là. Donc espérons que Lukaku et David retrouvent vite la fin de la compétition à haut niveau. C'est vrai que c'est compliqué de s'en passer. J'espère aussi que pour vous c'est compliqué de se passer du DH Football Club. On se retrouvera en tout cas la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Décrassage. À bientôt, salut. DH Football Club. Le décrassage.